Dans ce chapitre, nous allons étudier le marketing opérationnel avec les produits. Et on commence traditionnellement notre chapitre avec l'étude d'une entreprise et de ses choix marketing. Alors là, j'ai choisi de vous parler de Coca-Cola, puisque dans cet article, on voit tous les éléments qu'on va aborder sur ce thème 2. Parce que vous l'avez remarqué, on rentre dans le thème 2 sur le marketing opérationnel. Jusque-là, on avait le marketing stratégique, et là, on rentre dans le marketing opérationnel. Cet article nous permet de cerner un petit peu ce que c'est. Donc vous voyez que la première catégorie qui est étudiée, le premier élément qui est étudié, c'est le produit. Et donc, ils nous disent qu'il y a un vaste portefeuille dans l'usine, dans l'entreprise Coca-Cola, avec plusieurs gammes, des jus de fruits, des sodas, des eaux, des boissons énergétiques, des thés, des cafés, des boissons de régime. Donc c'est une marque très présente et finalement on peut dire que c'est le leader du marché sur les soft drinks. Il y a un autre élément du produit qui est important, c'est l'emballage qui s'adapte aux saisons et événements. Et peut-être que vous avez déjà remarqué que le goût du coca a l'air de changer entre la bouteille en verre et la canette et la bouteille en plastique. Et ça se trouve, il ne change pas du tout, mais c'est l'idée qu'on s'en fait et notre expérience de consommation qui est meilleure dans certains cas. Et finalement, ça montre que l'emballage est très important. Ensuite, on a les prix. On voit que Coca-Cola adapte ses prix en fonction des marchés géographiques. Et vous savez qu'il y a certaines zones géographiques dans le monde où le coca est moins cher que l'eau. Alors ça tient à quelque chose qui n'est pas terrible, c'est que Coca ne paye pas l'eau qu'il prélève dans les nappes phréatiques. Il y a eu plusieurs problèmes au Mexique et en Inde notamment. Mais bon, Coca essaye de corriger ça. Cependant, bon, il y a quand même eu des situations un petit peu problématiques. En tout cas, le prix du coca n'est pas très cher. Et c'est un produit qui est accessible à tous. Vous voyez que dans cet article, ils nous disent que le marché des boissons est oligopolistique, c'est-à-dire quelques offreurs et une multitude de demandeurs. Et c'est vrai que parmi les entreprises qui ont du poids dans le marché, eh bien, il y en a assez peu, en fait, on peut les compter sur les doigts d'une ou deux mains. Ensuite, il y a des informations sur la distribution, c'est-à-dire la place où on peut trouver le produit, où on peut l'acheter. Et finalement, Coca, c'est une entreprise qui vend dans le monde entier. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le produit il est standardisé et que vous reconnaissez une canette de Coca, que vous soyez n'importe où en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très développé. On peut trouver du Coca dans le fin fond de contrées où on ne pensait pas forcément trouver du coca, et bien si on en trouve. Il y a en plus les magasins, les distributeurs, et dans certains pays, en fait, Coca prête les frigos ou loue les frigos aux distributeurs, et du coup, il y a un beau frigo alors qu'il y a une petite guérite, un petit magasin qui paye pas de mine. Et enfin, l'élément important aussi, c'est la promotion. Et Coca-Cola, même s'ils sont très connus, même si c'est l'entreprise leader du marché, on sait qu'ils n'arrêtent pas de faire des publicités sur le fait de se sentir bien quand on boit un coca, boire de l'énergie, etc. Et c'est une action qu'ils ne négligent pas, même malgré leur succès. Dans la conclusion, donc ils nous disent que ça nous permet, cette analyse nous permet d'avoir une meilleure idée sur comment Coca se positionne sur les marchés et même s'il existe des concurrents, eh bien, il reste quand même le leader Coca-Cola. Vous voyez cette étude, je l'ai prise sur un site, succèsmarketing.com, et certainement vous pouvez trouver d'autres informations pour l'entreprise que vous aurez choisie pour votre dossier. Sur quels éléments Coca fonde sa réussite? Eh bien, sur un marketing mix, puisque c'est bien de ça dont on parle, un marketing mix très bien positionné. Le produit, le prix, la place, la promotion, tout est réfléchi et concourt à la réussite et aux ventes très satisfaisantes de Coca-Cola. Et ces 4 P que je viens de vous citer, produit, prix, place, promotion, eh bien c'est ça qu'on va étudier dans ce marketing opérationnel. Une fois que l'entreprise elle a fait son marketing stratégique, c'est-à-dire qu'elle connaît bien son marché, elle connaît bien ses demandeurs, elle connaît bien l'offre et elle connaît vraiment tout ce qui est attendu sur le marché, elle va faire ses choix en termes de prix, produit, place, promotion. Et c'est ça que vous devrez vérifier dans votre étude. Une fois que vous aurez posé un petit peu les éléments du marché, vous devez vérifier que l'entreprise que vous avez choisie, elle se positionne bien ou alors vous devez relever les faiblesses qu'elle pourrait avoir.
Donc voilà, j'ai un petit peu avancé sur l'introduction sans forcément vous le dire, mais vous avez compris qu'après le marketing stratégique, on passe au marketing opérationnel qui est symbolisé par les 4 P et on appelle ça le marketing mix. Produit, prix, place, promotion. Et parfois, on entend aussi parler des 4 C. Finalement, produit, ça, c'est un rapport avec le client. Coût, c'est en rapport avec le prix. La communauté, c'est par rapport à la promotion. Et la commodité d'achat, c'est par rapport à la place. En fait, le modèle a été un petit peu adapté au fil du temps, mais ça reste quand même les 4 P. Et si vous retenez marketing mix égale 4 P, ben c'est déjà très bien. Voilà pour notre introduction. Donc, ce chapitre, on l'organise en 4 parties. D'abord, on va regarder la définition du produit. Après, on va voir l'emballage. Et donc, on en a parlé dans l'article plus haut. On va voir aussi comment structurer son offre et comment organiser le lancement d'un nouveau produit. C'est parti pour la définition du produit. Alors évidemment, notre produit, il doit être défini pour séduire le consommateur. Donc on a bien connaissance de notre consommateur parce qu'on l'a étudié et maintenant on va essayer de répondre à ses besoins en favorisant son expérience d'achat pour qu'il revienne. Et là, il va falloir réfléchir vraiment à notre produit. Et la première chose sur laquelle on peut réfléchir, c'est sur la valeur qu'il va avoir. Et le document que je vous ai mis concerne la valeur de l'eau. Et la valeur de l'eau, finalement, on sait que l'eau, c'est pas quelque chose de très cher, mais c'est quelque chose de vital. Et donc voilà, je vous recommande de prendre le temps de lire, hein, on ne va pas tout lire ensemble là, mais en fait, dans ces exemples, on voit qu'il y a une différence entre ce qu'on peut considérer comme valeur d'usage, c'est-à-dire la valeur vitale, à quel moment ça répond à notre besoin, et la valeur psychologique, c'est-à-dire à quel prix on est prêt à payer pour lui. Donc c'est ça, finalement, les différentes choses que je veux évoquer avec vous dans cette partie, dans cette première sous-partie. Le produit tel quel, il ne suffit pas à attirer les consommateurs et il doit être porteur de sens et de valeur. En fait, pour avoir envie de l'acquérir, il faut qu'on lui attribue une valeur. Et donc, on va devoir considérer le produit tel qu'il est perçu par notre cible et le produit tel qu'il est. C'est là qu'on différencie les différentes valeurs. Alors, on a la valeur d'usage, comme je viens de vous le dire. Donc, la valeur d'usage, ce sont les composantes techniques. Des caractéristiques objectives, c'est-à-dire la description physique, la taille, la formule, le poids, l'étiquette, la dimension. Et puis, surtout, les caractéristiques fonctionnelles, c'est-à-dire est-ce que ça répond aux besoins. Donc, c'est ça la valeur d'usage. Et ensuite, on a la valeur psychologique, qu'on peut dire aussi valeur sociale. Et là, c'est le consommateur qui l'attribue au produit. Et là, ça repose sur des caractéristiques subjectives. Donc, notre valeur psychologique, ça va dépendre de comment on perçoit le produit et est-ce qu'on imagine que notre produit il est de qualité, ça nous permet de nous différencier. Finalement, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu pour cette valeur psychologique. Donc elle est très différente selon les produits et l'idée c'est quand même que quand on achète un produit, on a envie d'avoir parfois une certaine, enfin on veut que l'image que le produit a se répercute sur nous. Je m'explique, si vous achetez des chaussures, eh bien théoriquement votre besoin, votre valeur d'usage c'est avoir des choses aux pieds pour marcher. Et si vous achetez les chaussures, les Jordan, les nouvelles Jordan de Nike, et bien là, vous avez une valeur psychologique qui rentre en jeu parce qu'il y a aussi l'image que vous voulez renvoyer de vous aux autres en utilisant ces produits. Donc ça peut permettre de s'identifier à votre communauté ou ça peut aussi vous permettre de vous différencier de votre communauté. Donc ça, vraiment, il ne faut pas négliger cette valeur puisqu'elle va déterminer, comme je vous disais tout à l'heure, le prix que le client il est prêt à mettre pour le produit. S'il estime que la valeur psychologique, elle est grande et s'il a compris que si l'entreprise a réussi à lui faire comprendre qu'il faut payer tel prix pour ce produit, eh ben, ça ne le dérangera pas de payer 200 € pour sa paire de Nike. Alors que la paire de Nike, on sait très bien qu'elle ne coûte pas 200 € à Nike pour être produite. On peut rajouter à la valeur d'usage et la valeur psychologique la valeur de signe
Et finalement, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué. Donc, c'est une part de la valeur psychologique. C'est cette idée que le produit véhicule une image par rapport au positionnement. Et finalement, bah, l'image que le produit a, on a envie de se l'approprier ou pas. Il y a un exemple intéressant sur ce sujet, c'est les produits Lidl. Vous avez peut-être entendu parler qu'ils ont lancé des tongs ou des baskets Lidl. Et alors que Lidl, c'est une marque a priori de hard discount, eh bien, il y a une véritable ruée vers les produits Lidl. Ça peut être intéressant aussi à étudier, les produits commercialisés par Lidl dans ces magasins. J'attire votre attention sur le fait que, a priori, les magasins, Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., ils vendent les produits des autres. Donc eux, ce qu'ils vendent eux pour eux, ce qu'ils produisent eux, c'est le service de commerce. Mais il y a certains magasins qui fabriquent eux-mêmes leurs produits pour les vendre dans leurs magasins. Et donc là, le produit Lidl, il est produit par, en tout cas, il est décidé par l'entreprise Lidl, même si elle sous-traite la production. En tout cas, elle le commercialise en son nom. Et on voit qu'il y a un succès phénoménal. Il y a une appropriation de cette marque alors que c'était du hard discount. Et on voit la réussite de Lidl. Finalement, c'est pas tant la qualité du produit, c'est pas trop le prestige, mais ils ont réussi dans leur campagne de commercialisation à créer le besoin finalement, et ça se revend très cher sur Vinted après. Les gens, ils ont acheté 10 paires de chaussures, ils les revendent très cher derrière. Donc vous voyez, la valeur peut parfois sembler un peu irrationnelle, mais elle résulte de très bons choix marketing de la part de Lidl. On peut aborder maintenant l'idée de la composition du produit, puisque ce qu'on achète, ce n'est pas uniquement un bien, mais il y a beaucoup de choses qui y sont associées. Donc là, on peut préciser la définition de l'offre en termes marketing. L'offre d'une entreprise, c'est l'ensemble des produits qu'elle présente sur un marché dans le but d'en tirer un bénéfice. Donc c'est tout ce qu'elle vend, d'accord? Donc c'est une définition qui ressemble finalement à notre définition économique. Le produit, ça peut être un bien, donc c'est-à-dire tangible, et un service, c'est-à-dire intangible. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc on commence avec une première petite partie sur les biens. Alors là, vous connaissez, vous avez fait pour la plupart SES ou STMG, donc vous savez que les biens, ce sont des produits tangibles, palpables et stockables. Donc je peux toucher le bien. Et donc, il va être défini par des attributs qui sont directement observables. Donc, les composants qui le constituent, sa couleur, ses fonctionnalités. Donc, le bien, on va rapidement, par exemple, une souris, on va rapidement voir, bon, bah, la couleur, elle me plaît, l'ergonomie, elle me plaît, le tactile, il me plaît, enfin voilà. Donc, ça, on peut voir en tant que client rapidement si les caractéristiques du bien, elles correspondent à ce qu'on attend de lui. Il y a différents types de biens qui sont reconnus en économie. Et là, je vous ai pris la répartition de la consommation des ménages. Et on voit qu'il y a des biens d'équipement, il y a des biens de consommation finale, par exemple. Et c'est ce qu'on va différencier tout de suite. Donc, il y a plusieurs catégories de biens qu'on a déjà évoquées dans nos différents cours. Mais bon, là, on fait la liste claire et précise. La première catégorie, c'est les produits industriels, qui ne sont pas forcément dans ce graphique, puisqu'ils sont consommés par les entreprises en business to business. Donc les produits industriels, on a des produits qui sont échangés entre entreprises, vous l'avez compris. Ça peut être des produits durables, comme les machines, des produits périssables, comme les fournitures de bureau, ou des services aussi, qui sont des produits industriels, comme les systèmes informatiques que je vous évoquais dans le système d'information, tous ces logiciels de gestion, eh bien, ce sont des services pour l'industrie ou pour le business. On a aussi des produits de consommation finale. Donc eux, ils sont destinés aux consommateurs, comme vous et moi. Et eux, ils peuvent être aussi durables, ils peuvent être périssables ou non, et ça peut aussi être des services. Ensuite, on a des produits comme on le voit ici, par exemple, l'équipement du logement, on a des produits d'équipement. Et donc, ça peut être le logement, les meubles, l'informatique, les voitures, etc.
On a vu ces produits d'équipement hein, quand on a regardé au semestre précédent le taux d'équipement des ménages. Donc ces produits-là, ils ne sont pas destructibles, hein, ils ne sont pas consommés, ils ne sont pas détruits directement après l'achat comme pourrait l'être un croissant par exemple. Et dans ces produits, il y a un marché de l'occasion qui existe. Et ce marché de l'occasion, vous le constatez certainement aussi, il se développe de plus en plus. Donc, produits industriels, produits de consommation finale, produits d'équipement, et on peut ajouter les produits numériques, puisque on est complètement dedans, toutes les offres numériques, qu'elles soient informatiques, mais aussi la musique, les films, les séries. Là, il y a aussi beaucoup de produits qui sont vendus, et on peut le constater avec le développement des offres. On avait Netflix, et puis on a eu Disney+, et puis on a l'Apple TV+, et puis après on a Salto, et en fait, chaque plateforme a envie de lancer, chaque entreprise a envie de lancer sa plateforme d'audiovisuel. Donc ça reste un produit parce que globalement, le CD, le disque, l'ordinateur, l'écran, on peut les avoir dans les mains, mais on peut aussi considérer que ce sont des services qui sont rendus. Et c'est pour ça qu'on arrive à la notion de service. Les services, c'est 80% du PIB en France, donc c'est très très important. Et c'est, vous vous rappelez, hein, parmi ces deux catégories de biens, les services sont excédentaires au niveau du commerce international, ce qui n'est pas le cas des biens, en tout cas en France. Les services sont des produits intangibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher et ça les rend non stockables. On ne peut pas stocker un service et finalement les services ils sont consommés dès qu'ils sont produits. Et forcément, dans cette production de services, il y a une relation humaine entre l'offreur et le demandeur. Quels sont les différents types de services? Donc là, j'ai mis un exemple d'écran d'accueil du site Caisse d'épargne et je vous demandais de relever et de distinguer en deux catégories les services proposés par une banque comme la Caisse d'épargne. En fait, la Caisse d'épargne, quelle est sa mission principale? C'est de vous permettre de mettre votre argent à l'abri et d'épargner. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire le service de base. Première catégorie de service, le service de base, c'est le métier de l'entreprise. Le métier de la Caisse d'épargne, c'est le service de banque. Si on réfléchit aussi dans cette optique-là, on a aussi le fait d'accorder des prêts. Donc je collecte l'épargne et j'accorde des prêts, c'est mon service de base quand je suis une banque. Et puis pour la SNCF, si on prend un autre exemple, son service de base, c'est le transport de voyageurs. Ensuite, on peut avoir aussi des services associés. Et eux, ils complètent le service de base et puis ils apportent du confort. Ça peut être en amont de l'achat, l'accueil, la prise en charge, des informations sur l'offre, des conseils, des propositions adaptées, etc. Ça peut être au cours de la transaction. On facilite la prise de commande, par exemple. On essaye de faire en sorte que ça soit facile de mettre en œuvre pour le client, qui n'ait pas l'impression que c'est fastidieux. Et puis ça peut être aussi après la vente, avec la livraison, l'installation, la formation, la maintenance, le traitement des réclamations aussi, les programmes de fidélisation, etc. Donc en fait, il y a pas mal de choses et ces services associés, ils nous permettent de différencier notre offre par rapport à celle de nos concurrents. Et ça essaye de nous apporter un avantage concurrentiel sur eux. Donc, si on reprend pour l'exemple de la banque, eh bien, le service associé, ça va être le distributeur de billets. Ça nous semble assez logique de trouver un distributeur de billets dans une banque, mais c'est quand même un service associé pour vous permettre de récupérer l'argent que vous avez sur vos comptes facilement. Ça peut être aussi la consultation par Internet, le service par téléphone, etc. Et pour la SNCF, on peut avoir la mise à disposition du bar, la climatisation, le fait qu'on va vous emmener, si vous avez des problèmes pour vous déplacer, on vous propose un fauteuil roulant, il y a d'autres services pour porter les bagages, voilà, il y a des services associés qui viennent gonfler. Évidemment, ces services associés, ils ont un coût pour l'entreprise et leur tarification, elle est forcément incluse dans l'offre de base pour compenser, hein, parce que c'est un coût en plus que du service de base. Donc vous allez faire une offre de prix qui prend en compte à la fois le service de base et en plus les services associés. Pour que ce soit
couronner de succès cette initiative de service associé, il faut que ça corresponde aux besoins, d'accord? Si vous proposez quelque chose qui change complètement de ce que vous étiez habitué à faire, eh bien, le client, il peut ne pas s'y retrouver. On peut citer l'exemple de Google Plus en tant que réseau social. Google, on l'utilise on l'utilise d'abord parce que c'est un moteur de recherche, après peut-être pour les documents, les choses comme ça, mais c'est vrai qu'au niveau réseau social, ils n'ont pas réussi à rentrer sur le marché et à concurrencer les grands qui étaient déjà sur place. Donc on voit que même quand on est une grande entreprise qui a beaucoup de succès, eh ben, on n'est pas assuré d'avoir du succès dans tout ce qu'on a, tout ce qu'on entreprend. Dernier type de service, c'est les services périphériques. Et eux, ces services périphériques, ils ne correspondent pas au métier de base, mais ils complètent l'offre, ils diversifient l'offre. Que fait la caisse d'épargne, par exemple? Eh bien, vous voyez là, s'assurer. La caisse d'épargne, elle devient assureur. Elle propose des services d'assurance, tout comme beaucoup d'assurances proposent des services d'épargne. Il y a autre chose que les banques font aujourd'hui. A priori, si vous voulez acheter des actions et des obligations sur les marchés financiers, vous pouvez acheter directement. On parle de marché direct, de financement direct pour les entreprises. Mais en fait, le rôle aussi de la caisse d'épargne, comme d'autres banques, ça va être de vous conseiller, de vous dire tel placement est judicieux, tel placement n'est pas très judicieux, etc. Donc, ils complètent comme ça l'offre pour que vous soyez bien conseillé sur la gestion de votre argent. Mais leur métier de base, c'est quand même la banque. Il y a quand même des spécificités dans ce service, c'est que finalement le service, il dépend, comme je vous l'ai dit, vraiment du contact humain. Et quand vous regardez par exemple les avis sur TripAdvisor, vous allez voir des gens qui sont super contents d'un restaurant, ils ont été très bien accueillis, le service était impeccable, le restaurant était beau, et puis d'autres qui sont très mécontents, le service était déplorable, et puis c'était moche. Et sur le même restaurant, on a deux avis complètement différents l'un de l'autre. Et donc notre service, il n'est pas vraiment standardisable, il sera différent à chaque fois. Et l'expérience d'achat, elle sera différente pour chaque consommateur parce que le client, il a un rôle à jouer dans sa satisfaction. Et le client va influencer la qualité du service parce que si le client arrive et qu'il est très agressif, vous vous rappelez dans le premier chapitre, on avait vu la couleur des clients. Donc si on a un client rouge qui arrive, je sais tout, vous savez rien, etc., très autoritaire et assez désagréable, eh bien, en tant que vendeur, on peut éventuellement se braquer ou alors ne pas faire autant d'efforts que pour un client qui serait plus sympathique de premier abord. Et donc, forcément, le client, il influence la qualité du service qui lui est rendu. Et puis, selon les degrés d'exigence, il y a des clients qui vont être très satisfaits d'un hôtel, c'était confortable, c'était beau, il y avait une belle vue, et puis il y en a d'autres qui vont photographier le petit bout de moisissure dans la salle de bain. Donc, le service est difficile à standardiser. Et puis, c'est pas facile à gérer, puisque c'est pas stockable. Et finalement, on est obligé de prévoir le service qu'on va rendre pour qu'il soit à disposition du client quand il veut l'acheter, mais c'est pas évident. Alors comment font les entreprises pour adapter ce flux difficile à gérer? En fait, elles ont plusieurs méthodes. Elles peuvent commencer par adapter les capacités de production. Et si jamais sur une période il y a beaucoup de demandes, eh bien, on va embaucher un peu plus. C'est le cas de toutes les activités saisonnières par exemple. On peut aussi utiliser le yield management, et donc Y-I-E-L-D. Et ça, c'est le fait que l'entreprise elle met en place une flexibilité tarifaire et elle propose des coûts variables selon les périodes d'achat. Et ça, c'est les hôtels ou les vols, les vols en avion, eh bien, il va y avoir des tarifs différents pour essayer de réguler un petit peu la demande et faire en sorte qu'elle soit stimulée dans les périodes creuses et puis peut-être un peu plus limitée dans les périodes de haute activité. Forcément, l'entreprise, elle a tout intérêt à faciliter l'accès aux services et c'est pour ça que maintenant il y a beaucoup d'automatisation. On va avoir, dès que vous allez sur un site marchand, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre en disant est-ce que vous voulez chatter, est-ce que vous avez besoin d'aide pour être orienté, en fait. Et puis on peut aussi communiquer avec les réseaux sociaux. Les entreprises, elles essayent de se mettre de plus en plus à la disposition de leurs clients.
Et puis, elles vont essayer de le rendre de plus en plus autonome dans la réalisation de son service. C'est-à-dire qu'avant, pour réserver un billet de train, vous deviez aller au guichet SNCF et puis discuter, voir, et puis vous repartiez avec votre billet de train. Aujourd'hui, finalement, vous créez votre propre contrat de transport en utilisant le site internet. Et la SNCF a supprimé beaucoup de guichets aujourd'hui. Pour trouver un guichet pour acheter un billet de train, il faut aller dans une grande gare, alors qu'avant, même dans les gares de banlieue, on trouvait des guichets de vente des agences pour acheter notre billet de train. Donc on rend le client autonome aussi, hein. Et puis les caisses automatiques, c'est un autre exemple du fait que les clients sont rendus autonomes. Et puis, dernière possibilité pour gérer cette difficulté de flux au niveau des services, c'est la possibilité d'individualiser son offre. Et il y a des entreprises qui se spécialisent dans du produit sur mesure et complètement adapté aux besoins. Vous avez par exemple une agence de voyage qui s'appelle Le Voyageur du Monde, qui va écouter vraiment vos besoins. Si vous voulez aller à Bali, qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir des choses, des pêcheurs, des cueilleurs, des agriculteurs? Est-ce que vous voulez voir quelles expériences vous voulez avoir? Et elle va vous proposer un voyage clé en main avec l'avion, l'hôtel, et tout est réservé, le circuit, les locations de voitures s'il y en a, le guide. Donc voilà, vous êtes complètement pris en charge. Et donc là, on individualise complètement l'offre de service. Mais vous avez compris, hein, l'humain est hyper important dans la délivrance du service. Alors on revient sur l'idée de l'offre globale avec l'exemple de Darty. Et Darty, en fait, quand vous évoquez Darty avec d'autres personnes, ce qu'on retient, c'est l'idée du contrat de confiance. Et c'est une entreprise qui a su vraiment se faire reconnaître grâce à son service après-vente. Darty a dû évidemment s'adapter avec les ventes en ligne, puisque il y a eu une forte concurrence, donc il n'a pas pu se contenter de rester dans les magasins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes pour Darty qui se font sur Internet. Vous voyez qu'ils ont lancé le plan Confiance Plus, prévoit une place de marché de la Fnac et de Darty multi-enseigne, dont le volume d'affaires devrait tripler par rapport au niveau de 2016. Donc voilà, on a une entreprise qui cherche, avec sa fusion avec la Fnac, à continuer à séduire les consommateurs. Et on l'avait vu qu'ils s'en sortaient pas si mal. On l'avait vu dans un précédent chapitre. Et dans le contexte actuel, eh bien, il se lance aussi sur l'idée de durabilité de l'électroménager. C'est un vrai problème aujourd'hui avec une obsolescence programmée de certains produits. Et progressivement, le consommateur et puis l'autorité publique prend conscience qu'il faut des produits qui durent plus longtemps. Parce qu'un produit qui ne dure pas assez, c'est un déchet en plus dans la nature, donc qui dure plus longtemps et qui soit réparable. Donc Darty essaye de se lancer là-dedans dans l'esprit du développement durable. Voilà, donc je vous laisse relire et puis vous interroger sur les questions que je vous ai posées. Donc finalement, hein, vous l'avez compris, aujourd'hui, se limiter juste au service, eh ben, c'est pas assez parce que le consommateur, il en demande plus. Donc vous avez le service de base ou le bien pur, et donc ça c'est vraiment le métier de l'entreprise. Je fabrique du sel, je fabrique des cosmétiques, mais vous avez aussi les services ou les biens associés qui vont permettre de compléter l'offre. Vous avez aussi des services qui ont besoin de matériel, parce que la location de voiture, l'hôtellerie par exemple, on ne peut pas l'imaginer sans un hôtel, sans des voitures à louer. Donc finalement, dans l'offre globale, on a à la fois des biens, des services qui se mélangent. Et c'est comme ça qu'on distingue, hein, vous l'avez compris, l'offre principale et l'offre associée. Ça nous permet d'adapter le produit aux besoins du client et puis de nous différencier par rapport au client. Alors, qu'est-ce qui contient notre produit? Ça, c'est un élément important aussi à souligner. Dans l'innovation, on peut parler du marché des cosmétiques, puisque dans le marché des cosmétiques, ils sont toujours à la recherche, comme dans beaucoup d'autres marchés, de nouveautés pour s'adapter toujours plus aux besoins du consommateur. Et finalement, on voit qu'il y a plusieurs idées pour faire que ce marché du cosmétique innove toujours plus. On a l'idée de la réalité augmentée,
où les femmes et les hommes qui voudraient tester l'effet d'un maquillage peuvent à l'aide de logiciels ou d'applications. On a aussi la personnalisation des produits. On va personnaliser le produit en fonction des attentes du consommateur. On a aussi le fait que les personnes aujourd'hui, elles veulent être belles sur leur selfie et donc on doit faire un maquillage qui correspond au filtre Snapchat. C'est assez effrayant finalement, mais le maquillage d'aujourd'hui essaye de correspondre à l'image que les personnes veulent avoir d'elles-mêmes. On a aussi la distribution qui peut être révolutionnée en matière marketing parce qu'on a beaucoup de points de vente, que ce soit dans les commerces ou dans les magasins spécialisés, mais parfois on a aussi des points de vente encore plus adaptés qui révèlent de la qualité du produit, sur l'environnement par exemple, sur la nouveauté. Et donc la distribution va être importante. Et puis on a aussi l'utilisation massive des influenceurs sur les réseaux sociaux, utilisation qui n'est pas toujours et qui est parfois contestable, mais en tout cas il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie aujourd'hui en proposant des produits cosmétiques aux autres et en incitant à acheter les produits. Il y a aussi parfois des ventes directes, des personnes qui sont recrutées par des entreprises de cosmétiques qui ne sont pas vendues dans le commerce, mais elles sont vendues uniquement à la manière des tupperwares de vendeuses, de conseillères en cosmétique aux clients. Le packaging aussi est important dans un contexte de recherche de développement durable. Les entreprises, elles doivent réfléchir à comment recycler leurs tubes, comment recycler les pots. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui proposent des emballages recyclables. Évidemment, dans la microbiologie, c'est important d'innover. Et puis aussi dans le sens, parce que quand on met une crème, eh bien, on va pas avoir la même perception si la crème est liquide, si la crème elle est un peu en gel. Donc ça c'est important aussi parce que rien que cette expérience de comment je sens la crème sous mes doigts, ça peut faire que vous la gardez ou vous la gardez pas. Vous la rachèterez ou vous la rachèterez pas. Et puis, il y a aussi des objets intelligents avec, vous voyez, La Roche-Posay qui propose des patchs mesurant en temps réel les doses d'UV instantanées cumulées et du coup, il vous donne des conseils personnalisés, encore une fois, pour individualiser. Donc, vous voyez que là, en matière cosmétique, on a plein de choses qui sont possibles pour innover. Chanel, par exemple, fait une pub en ce moment sur les différentes couleurs de fond de teint pour s'adapter à chaque couleur de peau. Avant, c'est vrai qu'on avait c'était très limité au niveau couleur de fond de teint, et maintenant, il faut trouver le teint parfait, etc. Ça, c'est une évolution pour s'adapter à toutes les peaux. Bien, donc l'innovation, vous l'avez compris, c'est quelque chose de primordial pour l'entreprise parce que si elle n'innove pas, elle ne s'adapte pas à l'évolution des besoins et elle est condamnée finalement à ne pas survivre à cette évolution des besoins. Et en fait, il existe 4 formes d'innovation. La première, la plus simple, c'est l'innovation sur le produit ou le service. Donc on améliore le produit, on lui donne des nouvelles technicités et une nouvelle valeur d'usage. Donc ça peut être par exemple le lancement d'un nouvel iPhone qui aurait plus de fonctionnalités, plus de services rendus aux consommateurs. Il peut y avoir aussi l'innovation des procédés ou des processus qui met en place des nouvelles techniques pour la production ou la réalisation des services. Donc ça peut être le self-service au McDo par exemple, les caisses qu'on voit et puis quand on rentre, on fait soi-même sa commande pour éviter l'attente et finalement tout le personnel est en place pour préparer les commandes. Il y a plus ceux qui prennent les commandes et ceux qui les font. Ensuite, on a l'innovation marketing ou de commercialisation. Et ça, c'est important parce que même si on a un produit qui reste le même, comme Coca-Cola par exemple, eh bien, on peut être hyper innovant sur la conception, sur le packaging, sur la méthode de vente, sur le prix. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui font que votre commercialisation va donner aux clients envie d'acheter ou d'acheter à nouveau votre produit.
Donc, cette innovation marketing, hein, je vous le répète, c'est sur le design, le conditionnement, ou le packaging, la méthode de vente ou de distribution et le prix. Et donc là, on va vraiment avoir une possibilité de séduire à nouveau nos clients ou de séduire de nouveaux clients. Et puis on peut rajouter l'innovation organisationnelle qui nous permet, grâce au management, d'être de plus en plus performant dans la réalisation des services ou la production des produits. Et en fait, ça peut être vraiment lié aux aspects humains, managériaux de l'entreprise. Comment on fait pour motiver tout le monde et faire en sorte que l'image qu'on donne à l'intérieur de l'entreprise, elle rejaillisse à l'extérieur. Par exemple, Google, c'est une entreprise qui a bonne presse au niveau management, où a priori, il y a beaucoup de services qui sont rendus aux salariés, et finalement, le fait que voilà, c'est une entreprise où on se sent bien, ça rejaillit sur l'image que les consommateurs peuvent avoir de Google. Avec l'innovation, évidemment, la qualité, c'est un élément hyper important. Et là, je vous ai mis un exemple de rappel de produit de l'entreprise Stockomanie, mais c'est évidemment pas un produit qu'elle a commercialisé elle-même, c'est pas son produit, mais c'est un produit qu'elle a mis dans ses magasins. N'empêche que, eh bien, rappeler un produit, ça coûte cher. Donc là, je vous ai mis un autre document sur le coût direct d'un rappel de produit. Déjà, il faut former l'équipe pour limiter les dégâts, retirer le produit de la vente, sachant qu'on l'a déjà fabriqué. Alors du coup, ça va coûter cher. Là, on a l'exemple du vaccin AstraZeneca dont l'utilisation est suspendue. Et du coup, vous imaginez tous ces vaccins qui ont déjà été produits, qui sont peut-être déjà stockés dans les frigos dans tous les pays. Et donc, on arrête. Et il y a un coût énorme de stockage, et puis il y a le coût de production et le coût d'achat aussi qui a été réalisé. Après, il y a l'étude et l'attaque, on s'attaque à la cause du rappel du produit, et comment on le répare, comment on fait en sorte que ça soit mieux. Et puis après, on gère les dégâts liés à la situation. Et donc, si jamais il y a des personnes qui portent plainte contre le vaccin pour les effets secondaires, eh bien, il va falloir gérer les retombées judiciaires. C'est arrivé dans beaucoup de cas de médicaments, des scandales où certains médicaments ont eu des effets secondaires tels que on oublie complètement l'effet qu'ils avaient sur la maladie. Et donc, on a des coûts liés au prix du produit, des coûts liés à la qualité du produit, la notification, les frais de transport, et donc ça nous donne un coût assez important. Donc la qualité, elle est très importante parce que la non-qualité, elle coûte très cher. Mais qu'est-ce que c'est que la qualité? Comment on peut savoir qu'on est de qualité ou pas? Si on essaye de réfléchir à une définition objective de la qualité, on voit que la qualité, c'est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins exprimés ou implicites des consommateurs. Donc, est-ce que le besoin du consommateur a été satisfait? Imaginez, vous êtes gérant d'un hôtel, et puis vous avez des chambres ou des bungalows, on va dire, qui sont à l'ombre, et d'autres qui sont au soleil. Mais à chaque fois, le service d'hôtellerie, il est prêt, vous avez des bons lits, vous avez des logements propres, vous avez tout fait pour que le logement soit impeccable. Et vous en avez un qui va se plaindre parce qu'il était trop à l'ombre. Et une fois, j'avais discuté avec un gérant d'un hôtel. Il avait le matin même quelqu'un qui était arrivé. Ah, ça va pas du tout ce logement. Il y a un gros arbre, c'est insupportable, ça nous fait de l'ombre, on supporte pas. Et l'après-midi, un autre client qui arrive, qui venait d'arriver aussi, et qui dit oh là là, il y a trop de soleil dans ce logement, je vais pas m'y plaire. Et donc, il a pris les clés, il a inversé, et au final, eh bien, tout le monde a été content. Ceux qui voulaient de l'ombre, ils ont eu de l'ombre. Ceux qui ont eu du soleil, ils ont eu du soleil. Mais imaginez s'il n'avait pas pu satisfaire cette demande, eh ben, chacun aurait été mécontent. Donc, parfois, on a un produit de qualité, mais comme il y a quelque chose, un grain de sable dans le rouage, eh bien, le client a l'impression que c'était nul, pas de très mauvaise qualité.
Donc forcément, la qualité du bien et puis du service qui est rendu, c'est une arme stratégique pour l'entreprise. Si vous êtes une entreprise qui a à cœur de répondre aux clients par téléphone, d'essayer de solutionner leurs problèmes, de ne pas les oublier d'une fois sur l'autre, de ne pas dire « Ah ben non, ma journée est finie, je m'occupe pas de vous », eh ben vous êtes une entreprise qu'on va rappeler, c'est sûr, les clients ils vont revenir à vous. Donc la qualité, c'est super important. Et vous avez compris qu'il y a la qualité réelle du produit, j'ai un bon hôtel, les logements sont propres, etc. Et puis la qualité perçue par le consommateur, ah ça n'allait pas du tout, j'étais à l'ombre. Hein, finalement, des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc c'est un vrai enjeu pour l'entreprise. Il faut vraiment qu'elle arrive à maîtriser cette qualité, puisque acquérir une bonne réputation, ça prend du temps, mais perdre sa bonne réputation, c'est très très rapide. Donc évidemment, hein, l'image du produit, le design, les matériaux, les composants, le prix et même la marque renvoient une image de qualité. Et même si vous regardez sur les commentaires sur Amazon, regardez n'importe quel produit, les commentaires sur Amazon ou n'importe quel autre site marchand, vous avez des gens qui sont hyper satisfaits, puis d'autres, ils sont tombés sur le mauvais produit et ils vont mettre une seule étoile sur 5, ils vont dire oh, c'est nul, ça marche pas. Ah ouais, mais en fait, ils sont tombés, oui, parfois il y a des mauvais produits, ben ça coûte cher à l'entreprise. Et elle doit finalement mettre en place beaucoup de choses pour s'assurer de la qualité. Et il y a des vérifications tout au long du processus de production, par exemple sur les chaînes de voitures, pour vérifier qu'il n'y a pas de défaut dans la peinture ou il n'y a pas de défaut dans la carrosserie qui se verrait à la production finale. Eh bien, il y a des personnes avec des gants blancs qui passent régulièrement sur les voitures pour vérifier que tout se passe bien. Il y a des vérifications qualité tout au long du processus de production et puis le produit qui ne correspond pas, il est mis au rebut ou il est corrigé. Il y a aussi des enquêtes de satisfaction qui peuvent être menées et vous avez ça dès que vous appelez un service par téléphone, on vous dit que ça peut être enregistré à des fins d'amélioration de la qualité du service. Et il peut aussi y avoir des audits de qualité. Un audit, c'est une étude approfondie sur la qualité. Donc là, évidemment, c'est quelque chose qui coûte cher et on fait un constat de la qualité perçue par les clients. Et forcément, ça nous permet de savoir si on est dans ce qu'on s'était fixé ou pas. Il y a des entreprises qui se disent ben, moi je vends des petits produits pas chers et c'est de mauvaise qualité, mais le client le sait, et puis comme ça me permet d'en vendre beaucoup. Puis il y en a d'autres qui veulent quand même que le client revienne et ont à cœur de proposer un produit de qualité. Alors après, il y a plusieurs preuves de qualité que l'entreprise peut essayer de montrer à ses clients, mais là, je vous ai mis tous les éléments pour aller assez vite sur cette partie. Donc, vous avez tout ce qui est normes, hein, qui va nous permettre de renvoyer une image de qualité à nos clients. Là, je vous ai mis une entreprise qui répond aux normes, une petite entreprise, Altitude Conception, et du coup, elle connaît une croissance de son chiffre d'affaires parce qu'elle a des activités de haute couture industrielle et elle fabrique en fait des tissus pour faire, par exemple, des sièges d'avion ou des sièges ou elle peut aussi faire des vêtements de sécurité pour les pompiers, pour la police, etc. Là, en l'occurrence, c'est plutôt sur l'aviation avec une norme. Donc, cette exigence de qualité est importante et le fait de respecter ces normes, ça montre qu'elle respecte cette qualité. Donc, les normes, c'est des référentiels établis par des organisations et ça précise les caractéristiques qu'on doit exiger d'un produit ou d'un service. Il y a des normes qui sont obligatoires et il y a des autres, comme la norme NF sur certains produits, et puis il y a d'autres normes qui sont juste pour montrer la qualité supérieure de votre produit. Et puis il y a tous ces labels qui existent, hein, qui vont nous permettre de récompenser un produit parce qu'il respecte certaines normes. Donc label rouge, le label agriculture biologique, les écolabels. Et puis maintenant, on a beaucoup aussi sur la fabrication en France ou pas. Alors, est-ce que c'est un gage de qualité? En tout cas, c'est un gage du fait qu'il y a eu peu de voyages qui ont été faits pour que le produit il arrive chez vous. Les appellations aussi, donc l'AOC pour le camembert et puis l'AOP, appellation d'origine protégée, sont aussi des indications de qualité.
La qualité attendue du service, bon bah là, en fait, je me répète un petit peu, hein, vous avez compris que elle dépend à la fois de la satisfaction du besoin et de la manière dont le besoin a été satisfait. Et c'est pour ça que c'est important pour l'entreprise de veiller à ce que le service soit rendu dans les meilleures conditions et avec le plus de relations humaines positives pour le client. Sinon, il ne reviendra pas. S'il n'est pas content, même si vous avez gardé son épargne en sécurité parce que c'était votre cœur de métier en tant que banque, s'il trouve que son conseiller clientèle est désagréable et donne des mauvais conseils, eh ben, il va partir. On a fini avec notre première partie et on arrive à la notion de packaging. Et le packaging, finalement, c'est ce qu'on va imaginer comme étant l'emballage. Mais on a plusieurs formes, plusieurs couches d'emballage. Et donc, dans le packaging, il y a deux éléments importants qui doivent être décidés par l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle le conditionnement ou l'emballage d'origine. Et là, c'est la première enveloppe du produit, c'est-à-dire le contenant. Donc, première enveloppe du produit, le contenant, c'est le conditionnement ou l'emballage primaire. Et ce qu'on appelle aussi l'emballage, c'est les autres enveloppes successives du produit. Donc, on peut avoir le conditionnement de la bouteille d'eau, c'est le plastique. Et après l'emballage, c'est le plastique supplémentaire qui emballe les 6 bouteilles d'eau ensemble. Donc, comme ça, on peut avoir plusieurs couches d'emballage. Si on regarde sur l'exemple de cette pasta box, bon bah, il y a l'emballage que l'on voit, et c'est celui-là qui a beaucoup de couleurs, beaucoup d'informations. Et à l'intérieur, on a le contenant vraiment du produit, c'est-à-dire une espèce de contenant transparent en plastique qui va garantir finalement la qualité ou préserver la qualité des produits. Donc là, je vous ai mis un exemple de Sodebo pour que vous puissiez regarder un petit peu ce qu'il en est de leur côté. Donc, le packaging, sa première mission, c'est de protéger le produit, mais il a beaucoup d'autres missions qu'on va voir. D'abord, première mission, c'est des fonctions techniques. Donc, il doit déjà adapter la quantité de produit à chaque segment de consommateur. Et il a fallu décider que les canettes de coca c'était 33 centilitres. Il a fallu décider que le pot de compote c'était tant de grammes. Et donc, déjà, il faut réfléchir à ça. Vous voulez proposer un produit, en quelle quantité vous proposez. Si vous réfléchissez au contenant des glaces carte d'or aussi, c'est 1 kg, alors que les glaces Häagen-Dazs ou Ben Jerry's, c'est des plus petits contenants pour montrer la gourmandise et la rareté, finalement, créer un peu plus de rareté. Finalement, à chaque fois qu'un produit est de meilleure qualité, on a l'impression que le contenant, il se réduit. Ensuite, fonction technique, protéger le produit de l'humidité, de la lumière, il faut préserver sa qualité, essayer de le conserver et puis aussi s'assurer aujourd'hui que l'environnement peut être respecté. Troisième fonction technique de l'emballage, ou du packaging, c'est de favoriser la logistique. Et si vous êtes déjà allé chez Ikea, vous avez vu que en fait, les cartons sont vraiment étudiés pour que les planches elles rentrent exactement et prendre le moins de place possible. Et on voit qu'au final, dans les stocks, eh bien, c'est bien rangé. Donc la logistique, c'est-à-dire tout ce qui est utilisation, manutention, stockage, distribution, il faut aussi que ça soit réfléchi. Si on a un produit qui n'est pas du tout facile à stocker, à montrer aux clients, eh bien c'est un produit qui ne sera pas plébiscité par les distributeurs et donc on aura peut-être plus de mal à le vendre. Et puis on a les fonctions commerciales du produit, de l'emballage. Et donc les fonctions commerciales, c'est lié au consommateur, est-ce qu'elles donnent envie au consommateur de l'acheter. Donc première fonction commerciale, c'est de séduire notre consommateur en attirant son attention. Et puis on veut aussi différencier le produit du produit des concurrents. On veut enfin encore refléter les valeurs de l'entreprise. Si on est bleu, blanc, rouge, si on veut montrer qu'on fabrique en France, eh bien, on va essayer de montrer que dans notre logo, on aura du bleu, blanc, rouge. Si vous regardez le logo de l'entreprise Le Slip Français qui fabrique en France, eh bien, le logo il est bleu, blanc, rouge. Et puis aussi, ça va être l'objectif d'informer le client. Donc, dans notre fonction commerciale, on va devoir montrer au client ce qu'il y a dans le produit.
Là, je vous ai laissé le tableau avec toutes les mentions qui doivent figurer sur l'emballage d'un produit, avec les mentions obligatoires comme la dénomination, l'origine, la composition, etc. Et puis des mentions facultatives qu'on va retrouver forcément, parce que la marque, en général, on va la retrouver. S'il y en a une, on la retrouve. Et puis le Nutri-Score aussi, c'est assez nouveau, puisque ça date de 2017. Et donc le Nutri-Score oblige les entreprises ou incite les entreprises à mettre la note attribuée notamment pour les produits alimentaires. La fonction commerciale aujourd'hui, elle va être aussi de montrer sa démarche environnementale, est-ce que c'est recyclable ou pas, ça va être important aussi. On a la notion de stylique aussi qu'on peut rajouter. La stylique, c'est finalement l'ensemble des éléments contribuant à l'apparence visuelle du produit. Donc c'est tout ce à quoi on a réfléchi pour que le produit il donne envie d'être acheté. Donc évidemment, encore une fois, on doit séduire notre client et puis on doit aussi faciliter l'usage du produit. Parce que si la pasta box ne tient pas dans la main ou elle tombe, elle n'est pas pratique à tenir, eh bien ça c'est un problème. S'ils avaient laissé un emballage très rectangulaire, ça ne tient pas dans les mains des petites mains. Là, le fait que la base soit plus réduite, ça a été vraiment étudié. Donc cette stylique, elle va englober à la fois le produit, mais aussi le graphisme et tout ce qui gère l'identité visuelle d'une entreprise. À partir du moment où vous avez une entreprise, une organisation qui veut être connue, reconnue, il faut vraiment être très rigoureux sur l'utilisation des logos, l'utilisation des couleurs. Donc vous avez choisi les couleurs pour un certain parce que c'était les couleurs que vous vouliez refléter. On avait vu que certaines entreprises font du greenwashing en mettant des logos de plus en plus verts. Bon, tout ça, c'est réfléchi. Le vert, je veux évoquer quoi? Le rouge, je veux évoquer quoi? Le bleu, je veux évoquer quoi? Donc, dans beaucoup de réseaux sociaux, au départ, étaient bleus, comme Facebook, Twitter. Et puis après, Snapchat, Insta, ils sont venus changer un petit peu. Insta, ils font carrément toutes les couleurs. Snap, ils sont plutôt jaunes, un peu de dynamisme, un peu de soleil. Donc, toutes ces couleurs-là sont réfléchies. Voilà pour notre deuxième partie. Et maintenant, on va réfléchir à structurer notre offre. Puisque on veut se lancer dans le marché des pâtes consommables à distance ou sur le pouce, ou alors on veut se lancer sur le marché des cosmétiques. Et comment on va gérer, quelle offre on va proposer? La première notion qu'on peut aborder dans cette idée-là, c'est la notion d'assortiment. Et l'assortiment, c'est l'ensemble des gammes proposées à la vente. Donc cet assortiment, il peut être large, c'est-à-dire on a plusieurs gammes, ou étroit, on a peu de gammes, ou il peut être également profond, on a beaucoup de produits par gamme, et il peut être peu profond, on a peu de produits par gamme. Je vous ai mis des exemples. Donc, quand on a un assortiment large et profond, c'est par exemple un magasin généraliste spécialisé dans un domaine. Les grandes surfaces spécialisées comme Decathlon, Leroy Merlin par exemple. Quand on a peu de gamme, mais beaucoup de produits par gamme, on peut imaginer les magasins spécialistes comme les opticiens, les bijoutiers, etc. Quand on a peu de produits par gamme, mais beaucoup de gamme, on a des magasins généralistes comme les grandes surfaces. On a beaucoup de gamme, mais peut-être qu'on n'a pas trop de détails. Donc si vous voulez un produit spécial en bricolage, en grande surface, vous allez trouver un rayon bricolage, mais si vous voulez vraiment la perle rare, vous allez, ou une roulette pour créer un plateau tournant, et ben vous allez plutôt aller chez Leroy Merlin où ils auront quand même plus de produits dans leur gamme. Et puis étroit, peu de gamme et peu profond, là on a l'offre de base, c'est-à-dire comme une petite supérette. Il y a peu de produits, mais peu de gamme et peu de produits par gamme, mais vous allez trouver quand même de quoi satisfaire vos besoins primaires. C'est l'exemple des supérettes dans les lieux de vacances. Vous avez l'essentiel pour vous permettre de survivre pendant vos vacances, mais vous n'avez pas non plus la petite roulette qui va vous permettre de faire du bricolage. Donc, je vous ai parlé de gamme, mais qu'est-ce que c'est qu'une gamme? Là, je vous l'ai laissé. La gamme, c'est l'ensemble de produits proposés par l'entreprise. Et donc, c'est un même besoin générique. Et chaque produit a une place précise au sein de la gamme. Donc, vous avez compris, la gamme, c'est un ensemble de produits qui répond aux mêmes besoins génériques. Donc, tous les hôtels du groupe Accor répondent aux mêmes besoins génériques de se loger hors de chez soi.
Et toutes les voitures produites par Peugeot répondent au même besoin générique de se déplacer de manière motorisée avec plusieurs personnes dans un habitacle. Donc ça, c'est le besoin générique. Hein, on a le cœur du métier finalement. Mais on a également des gammes qui peuvent être plus ou moins élaborées. Si on regarde la gamme automobile de Peugeot, on a la largeur de la gamme, c'est-à-dire le nombre de lignes de produits qu'il y a dans la gamme, et la profondeur de gamme, c'est-à-dire le nombre de produits qu'il y a dans chaque ligne. Donc, dans les citadines, on a plusieurs voitures. Dans les SUV, on a plusieurs voitures. Dans les électriques et hybrides, bon là c'était 2017. Maintenant, l'offre de Peugeot, c'est quand même plus diversifié. Il y a plus de... La gamme est plus profonde dans ce domaine-là, sur cette ligne-là. Les berlines, les familiales, les sportives. Donc, vous voyez que notre entreprise, elle élabore toutes les gammes. Et si vous avez décidé d'étudier les shampoings L'Oréal, par exemple, eh bien, vous pouvez aussi faire une ligne homme, une ligne femme, une ligne enfant, une ligne professionnelle, et puis voir le nombre de produits qu'il y a à chaque fois dans chaque ligne. La ligne, c'est le regroupement de produits qui ont la même caractéristique principale, d'accord? C'est la famille de produits. Donc là, les sportives, les familiales, etc. La largeur de la gamme, c'est le nombre de lignes qui composent la gamme. Et la longueur ou l'étendue ou la profondeur, eh bien, c'est le nombre de produits dans chaque ligne, d'accord? Donc, vous avez finalement, pour le même besoin, de nombreux produits que vous allez proposer à vos consommateurs et le consommateur va faire son choix. Dans les gammes de shampoings pour femmes, par exemple, eh bien, vous avez des shampoings pour entretenir sa couleur, des shampoings pour éviter la chute de cheveux, donner de la brillance, gérer les boucles, etc. Donc, il y a comme ça pas mal de produits par gamme. Bon, je vous ai fait une vision schématique en espérant que ce soit un petit peu plus clair. Je vous laisse la regarder et puis vous déterminez si ça vous semble un petit peu plus clair. Donc, une gamme large et profonde, ça permet de toucher une clientèle très large et puis de réduire les risques parce que si jamais il y a un segment de clientèle qui fait défaut, bah, l'autre, il peut rattraper. Donc là, c'est un petit peu pas mettre les œufs dans le même panier. Par contre, c'est cher à mettre en place cette gamme large. Et puis, vous avez une gamme courte qui est plus simple à gérer, mais les clients qui ne sont pas satisfaits, bah, ils passent à la concurrence. L'exemple de gamme courte, c'est les voitures Smart, par exemple. Au début, il n'y avait que la Smart Fortwo. Et puis quand même, ils se sont dit, on va faire la Smart 4 mais c'est tout. Et les gammes larges, bah, les autres entreprises d'automobiles, elles vont proposer vraiment des modèles adaptés. Et de plus en plus adaptables d'ailleurs. Je vous ai mis des exemples que vous pouvez aller voir sur la gamme Danette ou la gamme lactée Blédina. Autre exemple, les yaourts, un exemple peut-être un peu plus simple. Donc, il y a 3 lignes. Donc, la ligne yaourt aux fruits, la ligne yaourt nature, la ligne crème dessert. Donc là, il est un petit peu inversé par rapport à ce que moi, je vous ai proposé tout à l'heure, par rapport à la gamme de Peugeot. Et le nombre de modèles par ligne, donc c'est la profondeur de la gamme. Donc, à chaque fois, on a 3 modèles pour ces yaourts. Donc là, c'est peut-être une vision un petit peu plus simple. Ce que vous allez choisir ensuite, c'est les niveaux de la gamme. Donc, qu'est-ce que vous voulez comme niveau de gamme? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez un produit d'entrée de gamme? Vous voyez que j'ai fait un escalier pour bien vous permettre de comprendre. C'est-à-dire que vous avez une offre basique avec un premier prix, dans le but d'attirer le consommateur avec des prix d'appel, et puis peut-être faire découvrir les autres produits de la gamme. Donc, l'entrée de gamme, c'est un produit accessible à tous. Le produit milieu de gamme, c'est celui qui va avoir un bon rapport qualité-prix selon le consommateur. Et puis, on va essayer comme ça d'attirer certains autres segments de clientèle. Finalement, peut-être que vous êtes comme moi je consomme essentiellement des produits milieu de gamme, voire entrée de gamme. Et puis après, on a vraiment les produits haut de gamme. Et là, c'est peut-être, vous voyez vos téléphones portables. Donc, c'est peut-être là où on se retrouve le plus souvent en haut de gamme. Mais on va avoir des produits de grande qualité à un prix élevé. Et dans nos placards, dans nos maisons, on va avoir des produits d'entrée de gamme, de milieu de gamme, de haut de gamme, selon les différences. Si vous voulez acheter des pâtes, par exemple, est-ce que vous allez acheter la pâte de marque de distributeur qui est plutôt entrée de gamme,
ou plutôt les pâtes Panzani, etc., ou alors les pâtes élaborées par les grands créateurs italiens. Voilà, donc entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, c'était des notions que vous connaissiez déjà, mais qui sont importantes en marketing puisque l'entreprise, elle doit déterminer sur quelle marche elle veut être. Alors, par exemple, les hôtels du groupe Accor, eh ben, je vous citais tout à l'heure, ils répondent tous aux mêmes besoins génériques de se loger en dehors de chez soi. Mais il y a la ligne plutôt économique, avec des hôtels qui sont accessibles au plus grand nombre, avec même dans les Ibis, en fait ils ont racheté d'autres hôtels et ils ont tout mis sous Ibis, mais le Ibis est plus cher quand même que le Ibis Budget par exemple. Et puis après, on va sur les hôtels de luxe, le Sofitel ou des hôtels qui sont très chers. Voilà, donc vous voyez que même le groupe Accor a des produits d'entrée de gamme pour n'importe qui, pour tout le monde, même ceux qui ont des moyens mais qui ne veulent pas dépenser trop. Et puis il y a les offres pour se faire plaisir ou pour ceux qui ont beaucoup de moyens financiers. Donc vous avez bien compris, hein, si jamais vous aviez envie d'étudier le groupe Accor, le service qu'il propose, c'est l'hôtellerie et plutôt l'hôtellerie. Il faudrait se focaliser sur l'hôtellerie, même s'il y a un service de restauration, ça serait un service associé finalement. Alors, ensuite, ce que je voulais vous évoquer avec vous, c'est la politique de gamme, puisque dans la même gamme, vous allez avoir des produits phares et des produits qui sont un petit peu en retrait. Donc comme ça, il y a différentes catégories de produits selon leur place dans la gamme. Il y a les produits leaders qui font le succès de la gamme et qui génèrent un chiffre d'affaires important. C'est par exemple pour l'entreprise Ferrero, le Nutella, les Kinder Chocolat, les Ferrero Rocher, donc les stars. Et vous avez entendu certainement déjà la pub Ferrero où ils disent que les Ferrero Rocher, on ne les trouve pas en été parce que la qualité du chocolat peut être altérée par la chaleur. Et en fait, les Ferrero Rocher, quand Ferrero maîtrise bien la commercialisation, qu'il ne restait pas de stock dans les entreprises, eh bien, les Ferrero, ils sont disponibles que automne-hiver. Donc ça, c'est les produits leaders. Et puis, on a les produits d'appel. C'est les produits à bas prix, temporairement ou non, pour attirer un petit peu les consommateurs avec l'objectif de leur vendre du plus haut de gamme après. Donc il y a un bon rapport qualité-prix et on peut se servir des enfants comme Ferrero qui propose les œufs Kinder. Donc là, c'est une entrée de gamme avec un produit qui correspond à un besoin et qui attire les enfants. Donc, produit d'appel. On peut avoir aussi les produits régulateurs, et eux, c'est les produits qui essayent de compenser les variations saisonnières et qui seront vendus de manière régulière sur l'année. Alors, ils peuvent correspondre aux produits leaders. Par exemple, pour Ferrero, le Nutella, les Kinder Chocolat, c'est quand même des valeurs qui sont vendues tout le temps, même si le Nutella est un petit peu bousculé avec les histoires d'huile de palme. En fait, les ventes de Nutella, elles ne baissent pas vraiment. L'entreprise, elle ne souffre pas trop. Et on peut se questionner là-dessus, mais en tout cas, les ventes de Nutella, elles sont toujours très, très bonnes. Donc, on a les Kinder Chocolat, les Kinder Maxi aussi, des produits comme ça, un petit peu différents, où ils ont essayé de se positionner sur les adultes avec les Kinder Maxi. Les Kinder Chocolat, ils sont plus petits, les Kinder Maxi sont plus grands. Et puis on a aussi des produits contributeurs qui fabriquent et qui participent de façon régulière au chiffre d'affaires de l'entreprise, et ils contribuent à l'image parce que ça lui permet d'être présente sur plusieurs étalages. Et donc pour Ferrero, on peut avoir les Kinder Bueno, les Kinder Pingui au frais, donc des produits qui permettent à Ferrero d'être présent dans plusieurs endroits du supermarché. On a aussi des produits potentiels, ce sont peut-être nos nouveaux produits, on les met en place pour espérer avoir encore plus un chiffre d'affaires et puis encore une fois asseoir vraiment sa présence sur tous les rayons. Et c'est aussi l'exemple des gâteaux Nutella maintenant. Ils ont lancé des gâteaux Nutella, plusieurs gammes, un long et puis un rond avec un cœur dessus là. Et en fait, là, ils se lancent dans une nouvelle gamme de produits, une nouvelle gamme de produits. Et on a des produits tactiques aussi pour contrer la concurrence et éviter de perdre des parts de marché. Donc là, j'ai encore l'exemple du gâteau Nutella.
qui essaye de gagner des parts sur un segment de marché sur lequel Nutella n'était pas jusque-là. Il y a les gâteaux Milka aussi. Milka, c'est a priori des tablettes de chocolat et de plus en plus, ils se lancent dans le marché des gâteaux avec des fondants, des gaufrettes au chocolat, etc. Donc, ils ont investi beaucoup plus le rayon des gâteaux. Un outil à connaître dans tous les outils qu'on étudie dans ce chapitre ou même dans ce semestre, c'est la matrice BCG. Alors la matrice BCG, elle vient d'une organisation très connue qui s'appelle le Boston Consulting Group. Et ce Boston Consulting Group, en fait, c'est une entreprise qui conseille les autres entreprises. Hein, c'est une entreprise de conseil. Et dans cette matrice, il faut d'abord identifier les domaines d'activité stratégiques de nos produits. Un domaine d'activité stratégique, c'est un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources, qui affrontent les mêmes concurrents et qui peuvent faire l'objet d'une stratégie spécifique pour développer des synergies. Donc, un ensemble de produits qui partagent les mêmes ressources, affrontent les mêmes concurrents. Je viens de vous citer Ferrero et Milka, donc on peut imaginer ça. Donc, on a le marché des tablettes de chocolat et puis le marché aussi des biscuits. Donc, c'est ça, domaine d'activité stratégique 1, domaine d'activité stratégique 2. Pour chacun de ces domaines d'activité stratégique, on va regarder les parts de marché qu'on a et le taux de croissance du marché. Donc, est-ce qu'on est leader ou pas sur un marché ou est-ce que le marché est porteur ou pas? Et comme ça, on va identifier 4 catégories de produits. Il y a d'abord les vaches à lait. Les vaches à lait, on dit les cash cows. C'est celles qui sont censées nous rapporter de l'argent. On n'a plus trop d'investissements à réaliser sur elles, mais ils se vendent encore sur ces produits. Ils se vendent encore et au final, on va les maintenir parce qu'elles nous rapportent de l'argent, mais on sait que ça ne va pas durer très longtemps, donc on en profite le temps que ça dure. Donc le cash cow par exemple de Apple en ce moment, c'est les anciennes versions d'iPhone qui se vendent encore très bien, mais qui ne sont pas leurs produits stars. Les stars maintenant, c'est sur un marché en croissance et avec un produit pour lequel on a de fortes parts de marché. Donc ça, c'est l'iPhone 12 ou futur iPhone qui va arriver. On peut avoir les dilemmes aussi. Des produits pour lesquels on a des faibles parts de marché, mais une forte croissance du marché. Et là, je vous ai fait des exemples, je vous ai mis des exemples plutôt tirés des fast-food, pardon. Et donc là, on va se poser la question. Donc on n'a pas beaucoup de parts de marché, mais la croissance, elle est forte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on s'en va? Vous voyez que selon les entreprises, les choix sont différents. Soit on mise dessus pour en faire des stars. Donc c'est l'exemple du Mac de luxe. Le Mac de luxe au début c'était un produit, un sandwich qui était temporaire. Et devant le succès qu'il y a eu, donc une forte croissance du marché, eh bien le Mac de luxe, non c'est, est-ce que c'est bien celui-là? Oui c'est celui-là. Eh bien le Mac de luxe il a été laissé dans les produits permanents de McDo. Donc, ils en ont fait une star et finalement, les Deluxe, ils sont maintenant dérivés en plusieurs catégories de produits. Ça, c'est une première possibilité avec les dilemmes. Deuxième possibilité avec les dilemmes, eh ben, c'est d'abandonner. On abandonne, tant pis, ça ne marche pas, on est trop faible, même si le marché est en croissance, on s'arrête. C'est l'exemple qu'avait fait Burger King quand ils ont quitté le marché français dans les années 90. Et puis on a des produits pour lesquels on a une faible part de marché et en plus la croissance du marché elle est faible. Donc là, on arrête d'investir sur le produit et on abandonne. Donc cette matrice, elle peut prendre la forme d'un graphique que vous allez retrouver beaucoup finalement. Vraiment, vous allez retenir le marketing mix, les 4P, la matrice BCG, c'est des choses que vous allez revoir vraiment. Donc dans ce graphique, vous voyez ici, on a les parts de marché et on a le taux de croissance du marché. Donc quand c'est au top, c'est qu'on est dans le vert, c'est le produit star. Le dilemme, on a une part de marché faible et par contre un taux de croissance élevé. La vache à lait, on a une part de marché très élevée, mais le marché, il ne croît plus. Et puis le poids mort, il faut l'arrêter. Donc on va vraiment
adapter nos produits, réfléchir, est-ce que c'est utile de continuer à produire et à proposer ce produit? S'il ne fonctionne pas, bah non, il faut l'abandonner. Et ce genre d'outil nous permet de prendre conscience de ça, hein, de se dire, bon bah non, ça ne va pas, on l'arrête. L'exemple de la Renault Avantime, par exemple, où la part de marché, elle était faible, mais le marché était en croissance sur il est toujours porteur sur les voitures de haut de gamme. Mais Renault a décidé d'abandonner cette voiture parce que c'était pas possible. Autre exemple très coûteux, c'est la 380. La 380, c'est un avion novateur dans un marché a priori de l'aviation qui allait bien, mais la part de marché était faible. Il y avait peu de commandes pour la 380 parce que tous les aéroports ne sont pas adaptés à la taille de la 380. Et donc Airbus a décidé d'arrêter la production de la 380. Donc on arrête. On arrête les frais finalement. Mais c'est dur quand même parce qu'il y a déjà beaucoup d'argent qui saigne. Et on peut retrouver la loi de Pareto ici, où 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires en général. Donc, c'est important à savoir qui sont nos stars finalement, localiser qui sont nos stars, mais en général, ils le savent. Le produit star de Coca-Cola, c'est le Coca-Cola rouge. Il n'y a aucune autre euh, catégorie de produits Coca qui vient concurrencer ce succès. Et même s'il y a d'autres produits stars qui se vendent très bien, comme les jus d'orange Minute Maid par exemple, eh ben, la vraie star, c'est le Coca-Cola. C'est pour ça qu'elle a vraiment le nom de l'entreprise. Je vous ai laissé aussi les informations sur l'évolution de la gamme. L'entreprise, elle peut adapter sa gamme à chaque fois. Elle peut développer sa gamme, c'est-à-dire l'étendre, commercialiser des produits complémentaires sur la même ligne de produits. Elle peut l'adapter et puis elle peut la réduire, cette gamme. On a fini avec cette troisième partie et on aborde cette partie assez courte sur le lancement d'un nouveau produit parce que je voulais vous parler de cet autre outil. Hein. Donc finalement, vous avez retenu, il y a 3 grands outils marketing importants dans ce chapitre. L'histoire du marketing mix qu'on va aborder sur tous nos autres chapitres jusqu'à la fin du semestre. Ensuite, cette matrice BCG et le cycle de vie du produit. Ce cycle de vie du produit, il a été modélisé en 1966 par Raymond Vernon et il évoque que le produit ne va pas se vendre de manière régulière tout au long des siècles qui arrivent. Et finalement, il y a 4 phases dans le cycle de vie du produit. La première phase, c'est la phase de lancement. Dans la phase de lancement, eh bien, on a beaucoup d'investissements à réaliser et seuls les consommateurs qui ont envie de nouveautés vont acheter. Donc, on a un démarrage. L'objectif marketing, c'est de développer la notoriété, de faire connaître. Là, on appelle ça les pionniers, les consommateurs. Et forcément, c'est ceux qui ont des moyens parce que quand on lance un produit et que l'on veut rentabiliser son investissement, on le lance à un prix assez élevé. On a un prix élevé, je vous laisse lire la suite. Ensuite, on a une phase qui va être une phase de croissance. Et dans cette phase de croissance, eh bien, nos ventes, elles sont en progression, on l'espère, en progression exponentielle. Donc là, l'objectif marketing, c'est de distribuer, de conquérir le marché, de se faire référencer. Et c'est important pour des produits de se faire référencer et d'être vendus dans les magasins. Il y a une petite entreprise qui s'appelle Les Petites Hirondelles qui s'est montée dans l'est de la France et ils vendent des petites broches en bois, des petites choses comme ça adaptées adaptées aux enfants, plutôt dans une ambiance enfin voilà, c'est un univers un petit peu naïf de décoration. Et donc là, l'objectif de cette entreprise, c'est d'être vendu en magasin parce que les ventes en ligne, c'est pas évident de se faire connaître quand on est en ligne et voilà, l'objectif c'est de se faire référencer pour faire progresser encore plus cette courbe. Toutes les entreprises, elles espèrent que cette phase de croissance, elle va durer très longtemps. Mais au final, elles constatent qu'il y a un moment où les ventes, elles stagnent. Déjà parce que le taux d'équipement, il est assez fort et du coup, les ventes, elles ne peuvent pas continuer à croître indéfiniment. C'est l'exemple qu'on voyait hein, dans les frigos. Il n'y a pas un marché exponentiel puisque finalement, aujourd'hui, quand on achète un frigo, c'est soit quand on s'installe, soit quand on doit remplacer l'ancien frigo qui ne marche plus. Donc une phase de maturité où ça stagne et même on arrive à un maximum dans nos ventes.
Et puis il y a la phase de déclin pendant laquelle finalement notre produit il va être dans les vaches à lait. Les ventes elles baissent progressivement parce que le marché n'est plus en croissance et on sait que ce produit ne va plus se vendre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait que le produit ne va plus se vendre? Eh bien l'idéal c'est d'avoir réfléchi au futur produit qui va le remplacer. Et donc, c'est ce que fait Apple en lançant régulièrement des nouveaux modèles de téléphone assez standardisés, parce que finalement, il y a pas trop euh, de produits dans chaque ligne de produits, hein. Apple, il se positionne sur du haut de gamme et il n'y a pas de ligne d'entrée de gamme, par exemple. Donc Apple, en fait, dès aujourd'hui, ils réfléchissent à la voiture, non, j'avais un autre exemple en tête, ils réfléchissent au téléphone de demain. Et pareil pour les voitures, en fait, aujourd'hui, les ingénieurs qui travaillent dans les usines automobiles, ils réfléchissent à la voiture de demain qui va être lancée. Et s'ils ne le font pas, s'ils attendent vraiment que la cloche elle soit terminée avant de relancer un nouveau produit, bah, il va y avoir un moment très très difficile au niveau argent pour l'entreprise. Voilà, donc l'entreprise, elle doit réfléchir tout le temps à comment faire pour relancer et proposer des produits qui me permettent de maintenir mon chiffre d'affaires à un niveau, au niveau de mon objectif en fait finalement. Voilà, donc cette partie, elle était très très courte. Ah non, je voulais vous rajouter que le cycle de vie du produit, il est différent selon chaque produit. Et on peut le relancer. Par exemple, je reprends, c'est un peu le fil rouge, hein, Coca-Cola aujourd'hui, les ventes de Coca, eh bien, elles vont pas être tout le temps exponentielles. Et donc, Coca, quand ils constatent un palier, voire une baisse, pouf, ils essayent de relancer, palier baisse. Et en plus, il y a des ventes qui sont saisonnières. Et puis, il y a d'autres produits pour lesquels le cycle de vie est assez court. Et si on réfléchit à tous ces produits technologiques, eh bien, dès qu'il y a une nouvelle technologie, elle rend la précédente obsolète. Donc, le marché de l'iPhone 6 ou 7, il est complètement écrasé par le marché de l'iPhone 8, 9, 10, 11. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, évidemment, l'ancien, il est un petit peu écrasé. Mais c'est normal. Et l'essentiel, c'est de gagner, d'avoir des retours sur investissement, de gagner de l'argent avec ces produits. Donc l'idée que je voulais rajouter, hein, vous l'avez compris, c'est que les cycles de vie du produit, ils peuvent être plus ou moins longs selon le produit. Voilà, on a vu pas mal de choses pour cette offre de produits avec nos trois outils, hein, le marketing mix, la matrice BCG, le cycle de vie du produit que je veux vraiment que vous ayez en tête. Vous avez compris que l'entreprise, elle doit absolument adapter ce produit à la demande. Et donc, si elle a constaté que la demande, elle voulait des pots de glace plus grands, des yaourts plus consistants, elle avait envie de gâteaux Nutella parce que régulièrement elle tartine son Nutella et bien, sur des gâteaux, eh bien, il faut se lancer, il faut essayer de proposer aux clients tout ce qui peut satisfaire leurs besoins pour essayer de survivre. Et derrière une entreprise qui marche, ben, c'est des emplois qui sont créés, donc c'est pas forcément mal de penser comme ça, hein. Évidemment, pour gagner un salaire, il faut que son entreprise, elle fonctionne, elle vende et elle ait des clients. Voilà, donc ce que j'attendrai de vous dans l'étude, hein, vous l'avez compris, c'est que vous essayez de prendre quelques aspects comme ça, des choix en matière de produits réalisés par l'entreprise que vous avez décidé d'étudier, et vous vérifiez que ça correspond à l'analyse stratégique qui a été faite avant. On a fini avec ce long chapitre.